Au commencement, il n'y avait rien, ou presque. Que le delta, ses moiteurs, ses brouillards au petit matin, ses champs de coton parcourus de murmures, ses grandeurs et ses misères sans nom. Et puis un jour, sans crier gare, il est réapparu. C'était un soir de bal dans un petit bled crasseux du côté de Robinsonville. Tout le monde était là, toutes les grosses pointures du moment. Il y avait Willy, Epison, peut-être même Charlie Patton. Je sais plus. Quand Little Robert est entré, l'air de rien, il avait une guitare pendue à son dos. Tu devines que c'est là que j'entre en scène. Ça t'étonne, on dirait. Évidemment, j'avais une autre allure à cette époque-là, pas de micro, pas de vibrato, rien de tout ça. C'était les débuts, tu comprends? Bon, revenons à lui. Il entre, donc, et se plante là, devant eux. D'un côté les caïds, de l'autre le petit gars qui débarque de nulle part, comme si de rien n'était. Je les entends encore. Hé mec, d'où tu viens comme ça? Haha. Nous dis pas que tu veux encore jouer de la guitare. Haha. À vrai dire, on les comprend un peu, parce que ces dernières prestations n'avaient pas vraiment convaincu, c'était le moins qu'on puisse dire. Ils jouaient vraiment comme un manche. Willy disait que ça sonnait à peu près comme des cordes à linge tendues sur une vieille bassine en fer blanc. Seulement voilà, ce soir-là, c'était différent. Il y avait cette lueur dans son regard, un truc indéfinissable, quelque chose de troublant. C'est ce qu'ils ont tous dit plus tard, alors qu'il était déjà parti pour de bon sur les routes. En attendant, il se tenait là, bien droit, et il les regardait, et il leur a dit « Rien qu'une minute, les gars, rien qu'une minute. » Une heure plus tard, il jouait encore. On avait fait silence dans la salle de bal, tout le monde se regardait complètement abasourdi. Quand le petit Buddy est entré en rigolant et qu'il s'est exclamé « Hey, mais c'est Little Robert, qu'est-ce qu'il fout là encore ?» Willy l'a attrapé par le col et lui a fermé sa grande gueule et lui a montré la scène en lui disant « Écoute, abruti, écoute ça, t'as jamais rien entendu de pareil. » Et c'est vrai qu'on n'avait jamais rien entendu de pareil dans ce coin perdu du Mississippi. C'était une métamorphose, quelque chose de prodigieux. Ce soir-là a commencé la fulgurante, l'éphémère trajectoire de celui qu'on n'oserait plus trop appeler Little Robert. Robert Johnson était né et avec lui la légende du type de 20 ans qui avait scellé un pacte avec les puissances de l'enfer et qui était devenu le plus grand bluesman vivant. Nous sommes le 2 mars 1942, dans une petite chambre du sanatorium de Staten Island. La fenêtre entr'ouverte laisse entrer l'air épais de la baie de New York. On entend les sirènes des 1000 navires qui la sillonnent en cette matinée un peu fraîche mais lumineuse. Si tu tends l'oreille, tu entendras aussi un petit sifflement qui se répète à intervalles plus ou moins réguliers. Celui d'une respiration qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'homme qui est allongé là n'a que 26 ans. Et il n'a plus que quelques heures à vivre. La tuberculose en aura bientôt terminé avec ses poumons trop fragiles. Si fragiles qu'ils l'ont empêché de devenir trompettiste comme il en avait rêvé enfant. Mais pour quelques heures encore, Charlie Christian est le plus grand guitariste vivant. Moi, je suis là, posé dans un coin de la chambre. Je le veille à ma manière. J'ai bien changé, comme tu peux le voir. J'ai de l'allure avec ma caisse creuse, ma touche en palissandre et surtout mon fameux micro apparaît. Ce son, quand Charlie montait le volume du Gibson, il fallait voir l'effet que ça produisait. Quand je repense à la tête des cuivres de l'orchestre de Benny Goodman, quand il l'a entendu la première fois. Avant-hier, quand il avait encore assez de force, il
m'a porté dans son lit et il a égrené quelques accords. Il a même esquissé un début de chorus avant de me reposer. Le visage hâve, la main tremblante. Ces notes-là, personne ne les a entendues. Au début de l'été 1969, je pensais vraiment ne plus le revoir. Et puis il y a eu ce 18 août, ce petit matin blafard et pluvieux où, sans comprendre comment, je me suis retrouvé à l'arrière d'une voiture au beau milieu d'un champ de boue gluante. Il n'y a que Jimmy et moi. Billy et Mitch sont sortis de la voiture il y a un moment déjà, peut-être à cause du regard que leur a lancé Jimmy tout à l'heure, peut-être aussi parce qu'ils n'en peuvent plus d'attendre. Tout le monde en a marre des 3 jours de paix et de musique qui sont devenus 4 jours de pluie, de boue et de pisse, d'épuisement et de défonce. Il faut en finir, et cette tâche-là revient à Jimmy. Ça va être son tour. Il ne reste plus que 30 000 locteux, hagards, à demi fous d'épuisement et presque sourds, les plus irréductibles cinglés de l'histoire du rock. Mais en attendant, Jimmy me caresse dans cette bagnole puant l'humidité, le tabac et la sueur. Il s'essaie encore à quelques accords de jazz, timidement. Et moi, je l'aide du mieux que je peux. Je fais bien sonner les cartes et les quintes diminuées. Tiens, on dirait qu'il joue T for Two. Peut-être pense-t-il à Charlie Christian.